En effet, bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jaffy Tenberg. Vous lancez véritablement votre campagne présidentielle ce week-end. Il y aura un meeting organisé à Paris au Cirque d'Hiver demain. Et puis il y a la publication de ce livre, on va en parler tout à l'heure. Où va le pognon? Le dernier sondage, on en parlait dans le journal de 7h30. Vous créditez, vous, monsieur Dupont-Aignan, de 1,5% des voix. On a l'impression que le phénomène Zemmour, puisqu'on en parle beaucoup, mord des voix aussi bien dans l'électorat de Marine Le Pen que dans le vôtre. Est-ce qu'il faut aujourd'hui vous rappeler au bon souvenir des électeurs? Mais croyez-vous encore un instant à ces sondages? Moi, je me souviens en 2016 d'un sondage, même époque, Juppé était élu, on m'avait même mis à 0. Bon, il y a eu quand même 2 millions de Français qui ont voté pour moi en 2017. Et puis, les sondages se sont totalement trompés aux élections régionales. Et pourquoi? C'est pas moi qui le dis. C'est parce que ces sondages ne prennent en compte que moins de la moitié des électeurs. Or, il y a 20 millions de Français qui ne savent pas pour qui voter et qui vont, j'en suis certain, se prendre en main et aller voter dans 6 mois. Et ce que je dis, c'est que l'élection présidentielle est tellement importante pour le pays que ce n'est pas un sondeur, une bulle médiatique qui vont choisir les candidats. Ce sont des projets, des solutions. Et moi, ce qui m'intéresse, sinon je ne serais pas candidat, alors, on va parler de c'est de proposer des solutions. C'est quoi la bulle médiatique? Et la bulle médiatique, c'est que on a eu la bulle du Covid, on a parlé que du Covid pendant 6 mois, et là, ça fait 15 jours qu'on ne parle que d'Éric Zemmour. C'est normal qu'après, il y a un sondage, on dit, tiens, Éric Zemmour, quelle personnalité, quel projet, quelle solution? C'est ça qui est important. Vous ne pensez les que problèmes des Français, les médias, que le fait qu'on en parle, qui place aujourd'hui Éric Zemmour, même devant les candidats de la droite traditionnelle? Vous ne me ferez pas dire du mal d'Éric Zemmour. Ce n'est pas l'objet. Simplement, j'estime que l'élection présidentielle, vu l'état du pays et les problèmes des Français, est d'une telle importance que j'aimerais qu'on ne soit pas sur les polémiques, qu'on présente chacun nos projets et que ce soit les Français qui jugent. Précisément. Et les Français doivent juger eux-mêmes. On n'a pas à choisir à leur place. Parce que c'est une course de fond, la présidentielle. Et vraiment, vu l'état du pays, j'aimerais qu'on parle de solutions concrètes. Et c'est l'objet de mon livre. Parlons précisément des projets. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement des 2 autres candidats situés le plus à droite de l'échiquier politique, en l'occurrence des futurs candidats, dans le cas d'Éric Zemmour, peut-être, donc M. Zemmour et Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous différencie tous les trois? Pourquoi seulement eux? Vous pourriez parler aussi de Xavier Bertrand. Dites-nous, quelle est votre singularité, M. Ma Dupont-Aignan? singularité, c'est que je défends un gaullisme de rassemblement. C'est quoi? C'est l'indépendance de la France. C'est ce qui me différencie de Xavier Bertrand et des socialistes et d'Emmanuel Macron, parce que je crois qu'on ne s'en sortira que si on rétablit nos frontières, notre indépendance, qu'on relocalise des emplois. Et ce qui me différencie de ceux que vous venez de citer, c'est que je crois que ce n'est pas en excluant une partie des Français qu'on va y arriver, c'est en rassemblant. C'est-à-dire que, je vais être très franc avec vous, les petites polémiques sur le prénom des enfants, sur ceci, cela, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple comment on va augmenter le pouvoir d'achat, comment on va rouvrir des lits d'hôpitaux, comment on va permettre aux Français de léguer leur patrimoine à leurs enfants, leurs maisons qu'ils ont économisées toute leur vie. Comment on va rétablir la sécurité? C'est ce que vous expliquez dans ce livre, comment on va rétablir la sécurité, comment on trouve de l'argent, où va le pognon à la lecture de ce livre. Eh bien, on va chiffrer, justement. On découvre, par exemple, que la France, je vous cite, finance le remplacement de sa population et que la gestion de l'immigration coûte 5 milliards d'euros qui pourraient être donc rendus aux Français. Vous employez l'expression remplacement, elle fait quand même écho au grand remplacement cher à Éric Zemmour, qui a emprunté d'ailleurs cette expression à l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus. Vous aussi, vous pensez qu'il y a un grand remplacement qui est à l'œuvre? J'ai pas écrit ça. Vous avez écrit qu'il y a un remplacement. Oui, comment la France finance le remplacement de sa population? C'est pas la même chose que le remplacement de sa population. J'ai écrit que on gaspillait de l'argent. Et ce qui est intéressant dans ce livre, parce que j'ai travaillé, c'est que j'ai listé tous les gaspillages. Pas seulement celui de l'immigration, celui de l'Union européenne où on finance la Turquie et les délocalisations en Pologne. J'ai listé les fausses cartes vitales, j'ai listé le scandale des autoroutes, j'ai listé le scandale des éoliennes. Et j'ai découvert, en travaillant à partir des rapports, qu'il y avait 100 milliards d'euros de gaspillés. Et plutôt que de serrer la ceinture des Français, des retraités, de ceux qui ont travaillé, de ceux qui travaillent, je dis, sans augmenter la dette et en la réduisant, on peut faire cesser les gaspillages et redistribuer l'argent sur les priorités, pouvoir d'achat, hôpitaux, écoles. Et sur l'immigration. Et sur l'immigration, on arrête de dépenser de l'argent. On s'occupe de l'assimilation. L'aide médicale d'État qui coûte oui, bien sûr, 1 milliard. Il faut maintenir des dispensaires, parce qu'il faut bien sûr soigner.
et je fais des propositions très précises, mais je dis qu'il faut arrêter de gaspiller l'argent des Français, qu'ils économisent durement toute leur vie, et qu'il faut au contraire assimiler. Toutes les personnes qui sont sur notre sol doivent être assimilées par le travail. Et je propose un 13e mois pour tous les salariés, financer. Vous ne cautionnez pas ce qui est écrit dans votre propre livre, comment la France finance le remplacement de sa population. Oui, il y a un remplacement de population, tout le monde le sait. Vous avez dit à l'instant que c'était une expression que vous ne repreniez pas à votre compte. Le grand remplacement, je ne reprends pas, mais le remplacement. C'est juste une question d'adjectif. Il n'y a pas de grand remplacement, mais il y a un remplacement tout court. Remplacement progressif. Il faut arrêter de le subventionner. Et il faut s'occuper de ceux qui sont là et assimiler. Voilà. Pourquoi chercher des polémiques là où il n'y en a pas? On vous a entendu ce matin. Est-ce qu'il y a un espace électoral suffisant pour 3 candidats de cette famille politique si Éric Zemmour obtient ses 500 signatures? Pourquoi enfermez-vous les candidats dans des espaces? Je m'adresse à tous les Français. Il n'y a pas des Français qui appartiennent au Rassemblement national, aux Républicains, aux socialistes. Il y a des millions de Français qui souffrent, qui en ont assez des polémiques, qui en ont assez des sondages, qui voudraient savoir qu'est-ce qu'on va faire pour eux. Et pourquoi j'ai voulu chiffrer? Parce que tout le monde réclame la sécurité, l'emploi, le pouvoir d'achat. Moi, j'écoute mes concurrents. Mais personne ne dit comment il va faire. Et le changement avec moi, c'est que je dis exactement comment je veux faire, comment on va y arriver. Parce que ça fait combien de quinquennats où on nous a raconté des salades? Vous venez de parler du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous pensez des décisions annoncées cette semaine par le gouvernement pour amortir la hausse des prix du gaz en particulier, du coût de la vie en général, le bouclier tarifaire de Jean Castex? Ce serait formidable si c'était vrai. Mais le problème, c'est que ça s'arrête aux élections, au mois d'avril. Donc là, on n'a jamais vu un gouvernement à ce point démagogue. Donc, c'est bien, il va arrêter l'augmentation jusqu'au mois d'avril. Mais après, on va passer à la caisse. Alors, je propose autre chose. Sur le gaz, c'est pas facile parce que c'est pas produit chez nous. Et vous le savez, ça augmente. Et donc, moi, je ferai pas de démagogie sur le gaz. En revanche, si on n'avait pas privatisé Gaz de France, si on n'avait pas obéi à Bruxelles pour privatiser tous ces services et démolir Électricité de France, EDF, eh bien, on aurait pu lisser l'augmentation du gaz. Un lissage, c'est ce que propose précisément le gouvernement en amont et pas nous envoyer la facture après les élections. Et deuxièmement, et c'est fondamental, sur l'affaire de l'électricité, il faut rétablir une entreprise électrique unique parce que c'est comme ça qu'on avait le prix de l'électricité le moins cher d'Europe. Dans votre programme, vous proposez de nationaliser, de renationaliser c'est encore public, ex-Gaz de France. C'est encore public pour une partie. Oui. Je dis qu'il faut arrêter avec la pagaille et la désorganisation. Il faut un fournisseur unique qui ainsi investit dans le nucléaire, qui ainsi permet d'avoir une électricité moins chère. Je parle de l'électricité. Que le gouvernement fait de la démagogie. Est-ce que par ce biais, celui que vous proposez... C'est une rustine. C'est une rustine, mais est-ce qu'on obtiendrait, avec ce que vous proposez, un prix du gaz moins cher s'il était... Pas du gaz, mais de l'électricité. Du gaz, on pourrait le limiter légèrement, le lisser dans le temps, comme on le faisait avec Gaz de France, qui avait des contrats d'approvisionnement à long terme. Mais sur l'électricité, il faut absolument revenir à une électricité publique, bien organisée, sans le mirage d'une fausse concurrence. Monsieur Dupont-Aignan, une dernière question sur l'épidémie de Covid. Vous ne vous en cachez pas, vous êtes plus que circonspect sur la politique vaccinale choisie par le gouvernement. Non, c'est pas vrai. Vous êtes contre le pass sanitaire? Vous voyez la confusion. Je suis contre le fichage numérique des Français. On peut être pour la vaccination pour les personnes âgées et fragiles. On peut être sceptique sur la vaccination, comme je le suis sur les jeunes qui ne meurent pas du Covid et qui doivent avoir leur défense immunitaire personnelle. On peut demander une commission d'enquête sur les effets secondaires du vaccin. Je demande une commission d'enquête. Je suis contre le pass sanitaire. Est-ce qu'il a permis une vaccination massive qui, aujourd'hui, amène à une épidémie de Covid qui est en régression en métropole? Eh bien, ce n'est pas la vaccination des jeunes qui n'attrapaient pas le Covid qui en a réduit l'épidémie. Le pass sanitaire n'a rien à voir là-dedans. Rien à voir là-dedans. Ce qu'il faut, c'est vacciner les personnes fragiles et âgées. Je l'ai toujours dit. En revanche, je demande qu'on s'occupe des lits d'hôpitaux, car le ministère de la Santé vient de publier un chiffre effrayant. Le gouvernement a supprimé 5700 lits d'hôpitaux en 2020 en pleine pandémie. Et aujourd'hui, on a Octobre Rose. Et vous savez que les blocs opératoires ne peuvent pas fonctionner, qu'on n'opère pas des tumeurs, qui prennent du retard, parce qu'on manque de personnel et de lits. Donc je demande un grand plan, ouvrir un hôpital de proximité par département. Merci Nicolas Dupont-Aignan. C'est la fin de ces 4 vérités et c'est la suite de Télématin. Très bonne journée. Merci à vous et bon week-end.